Europe 1, 2022. Pierre de Villeneuve. Europe 1 2022 à 8h41 avec nos débatteurs du jour. Bonjour à Louis Osalter. Bonjour Pierre. Journaliste politique à Marianne, co-auteur de L'étrange victoire Macron 2, l'histoire secrète aux éditions de l'Observatoire. Bonjour à Louis de Ragnel. Rebonjour Pierre. Chef du service politique d'Europe 1. Je dis jamais rebonjour, j'aime pas beaucoup cette On s'est dit bonjour il y a une heure, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça. Bonjour à Jules Torres, journaliste politique à Valeurs Actuelles, auteur de Zemmour dans le secret de sa campagne aux éditions Plomb. Messieurs, commençons par le commencement ou peut-être par la nouvelle la plus fraîche. Comment est-ce que je pourrais dire le balayage en règle de Manuel Valls aux élections législatives sur le poste des Français de l'étranger. Terminé, merci, bonsoir Rideau. Écoutez, je pense que c'était un peu la dernière tentative pour Manuel Valls, et d'ailleurs il a dit qu'il allait en tirer sans doute les conséquences. Alors c'est pas la première fois qu'il dit. Alors le nombre d'hommes politiques qui disent j'en tire les conséquences et qu'après qui reviennent. Non, ensuite je trouve que le fait politique aussi, c'est que dans cette circonscription, c'est la France, c'est le candidat d'extrême gauche qui est arrivé en tête, suivi du candidat La République, le détail exact du dissident, mais en fait qui en réalité qui était le sortant. Ouais. Exactement. Voilà. Sur lequel on avait un peu greffé Manuel Valls en disant maintenant vous êtes bien gentil, mais on va mettre plutôt Manuel Valls. Et donc tous les efforts de Manuel Valls depuis à peu près un peu plus d'un an pour essayer de revenir dans le jeu politique, se rapprocher d'Emmanuel Macron, manifestement ça s'arrête là. Louis Osalter. Il y a des déclarations assez savoureuses de Stéphane Vojetta, qui est le député sortant macroniste, non réinvesti par La République En Marche, parce qu'il fallait mettre Manuel Valls, il fallait trouver une circonscription à Manuel Valls, et qui donc a réussi son pari puisqu'il s'est présenté en dissident et qu'il est qualifié pour le second tour, contrairement au choix du siège parisien. C'est l'arroseur Manuel Valls. Un peu. Voilà, et donc évidemment il savoure le fait de lui être passé en dénonçant les pratiques à l'ancienne du siège de La République En Marche, là où forcément on se targue en général de ne pas faire de politique à l'ancienne, d'avoir renouvelé le personnel politique, d'avoir fait appel à la société civile. Enfin voilà, donc oui, c'est l'histoire de l'arroseur arrosé. Quant à Manuel Valls, la dernière fois que j'ai croisé, c'était à la soirée de second tour, la soirée de victoire de justement cette étrange victoire d'Emmanuel Macron sur le Champ de Mars, où c'est quand même un ancien Premier ministre et il essayait de grappiller sa place au premier rang. Pendant la campagne, il a fait plein d'efforts pour jouer un peu l'incruste auprès de la Macronie. Ça n'a pas marché. La greffe n'a pas pris. Voilà, la greffe n'a pas. Non, la greffe n'a pas pris. Les autres. Qu'en pensent les autres ? Parce que la Macronie, en plus, c'est assez vaste, quoi. Comment est-ce qu'on a pris l'arrivée de Manuel Valls aussi bien à la droite de la Macronie qu'à la gauche de la Macronie ? C'est un peu bizarre. En 2017, Manuel Valls avait été seulement épargné, c'est-à-dire que Macron n'avait pas présenté de candidat face à lui, ce qui avait permis sa réélection comme député de l'Essonne. Or, il a quitté son mandat de député pour aller à Barcelone et ensuite il se représente, il s'est à nouveau battu pour obtenir une circonscription et la Macronie lui a quand même Macron lui-même, parce que c'est lui qui a fait les investitures, Emmanuel Macron lui a quand même donné une investiture et maintenant il est battu. Donc j'avoue ne pas savoir exactement la raison pour laquelle il a été repêché. Ouais. Est-ce qu'on estime qu'il a un pouvoir de nuisance encore et qu'il faut mieux l'avoir à l'intérieur qu'à l'extérieur ? Ce raisonnement a été fait pour d'autres personnalités, mais moi le pouvoir de nuisance de Manuel Valls, je suis un petit peu sceptique et j'attends de voir ce qu'il va faire désormais. Surtout qu'il n'était pas très nuisible. Il disait beaucoup de bien du chef de l'État et de la majorité. Il y a un titre de roman qui me vient à l'esprit, c'est L'homme qui ne savait pas. Ça, pour le coup. Puis c'était peut-être un moyen pour Macron aussi de totalement l'écarter du jeu depuis le début, parce qu'il n'a pas non plus cherché à écarter Vojetta du scrutin. Mais vous voulez dire que ça, c'est presque sadique, là, votre hypothèse. Pardon ? C'est presque sadique comme hypothèse. On fait venir Manuel Valls et puis à la fin on lui dit tu vois, regarde, ça marche pas. Oui, mais la conclusion, c'est que Manuel Valls ensuite annonce sur Twitter qu'il est éliminé. La presse commence à reprendre son tweet. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait ? Il supprime son compte Twitter. C'est quand même ça le truc le plus croustillant de la soirée. C'est face au message, au tombereau d'insultes qu'il a reçu à son tweet, c'est qu'il a supprimé son compte Twitter et c'est quand même pas anodin. Et là, on va voir s'il y a une interview de Manuel Valls, dans la presse bientôt. Mais c'est quand même un ancien Premier ministre qui perd une élection législative au premier tour et qui supprime son compte Twitter, c'est pas anodin. Bon, au-delà du cas Manuel Valls, législatif c'est dans 6 jours maintenant et j'ai l'impression que ça ne passionne pas grand monde.
Non, et d'ailleurs, il suffit de voir les estimations de participation qui sont assez faibles, avec une abstention qui devrait se situer autour de 52-53%, ce qui est un peu plus fort qu'en 2017. Et puis, je pense qu'en fait... 41% des Français sont intéressés par cette élection, selon l'IFOP. Donc c'est un intérêt quand même assez faible. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a la succession des crises qui fait que les Français sont un peu lassés, en ont marre, ont envie de passer à autre chose. Et puis, il y a aussi, je pense, le fait qu'Emmanuel Macron fasse en permanence durer les choses. Il y a eu un suspense au début qui intéressait peut-être un petit peu pour savoir qui allait être Premier ministre, puis ça dure un temps infini, je pense que les gens finissent par se lasser. Et puis, donc, il y a ces élections législatives où Jean-Luc Mélenchon, pour le coup, je pense, intéresse, puisqu'il en tout cas, il propose de créer quelque chose de nouveau. Il vend du rêve. Il explique que si ces députés arrivent en tête des élections législatives, en gros, ils ont la possibilité de prendre le pouvoir et de quasiment annuler l'élection présidentielle. Donc, ça crée un défi. Mais dans les autres partis, c'est beaucoup plus compliqué. On voit Marine Le Pen qui fait presque pas campagne, Éric Zemmour, donc, qui se bat un peu pour sa survie dans le Var, les Républicains qui font une campagne ultra locale qui joue que sur la proximité et le nom des députés, et puis les candidats de la majorité qui font un peu ce qu'ils peuvent, même si effectivement on l'a un peu évoqué tout à l'heure, les élections anticipées des Français de l'étranger les placent quand même largement en tête. Sachant que les ministres candidats ont une épée de Damoclès puisqu'ils doivent réussir, il y a une obligation de résultat, sinon ils quittent le gouvernement, Louis Osalter. Oui, dans les sondages, certains sont pas sûrs de gagner. Donc il y a la moitié du gouvernement Borne qui se présente aux élections législatives et on peut avoir des surprises dans 15 jours. Finalement, l'intérim qu'évoquait Jean-Luc Mélenchon, d'une certaine manière, même si c'est pas en sa faveur, enfin ça ne devrait pas être en sa faveur, c'est plutôt pour certains, ça pourrait être une réalité. C'est-à-dire que l'intérim pourrait prendre fin. C'est la vocation de l'intérim avec la sanction des électeurs. C'est vrai que le seul qui a réussi à politiser ce scrutin, alors qu'on est dans une séquence électorale qui est particulièrement dépolitisée pour plein de raisons, dont celle que vient de mentionner Louis, Jean-Luc Mélenchon est le seul à avoir réussi à mettre de l'enjeu dans ce scrutin. Et du coup, il est possible que ce soit le seul à réussir à mobiliser un électorat. Or, ce scrutin, plus encore que les autres, parce que l'abstention législative en 2017 était déjà très forte, ce scrutin, il va se jouer sur la mobilisation et l'abstention différentielle. Autrement dit, c'est celui qui arrive à mobiliser ses troupes qui va grappiller le plus de points et puis le plus de sièges. Il y a deux choses qui m'étonnent. Un, l'absence de contre-attaque d'Emmanuel Macron, alors que Jean-Luc Mélenchon essaye de s'imposer comme son premier adversaire. Ça a été expliqué, donc, d'une certaine manière. Oui, au début, oui, mais maintenant, ça devient étonnant. On est quand même dans la dernière ligne droite. Il a eu un peu l'attitude pendant la même attitude pendant l'élection présidentielle, Emmanuel Macron. D'ailleurs, ça, on le raconte dans le livre. Il hésite entre ne pas faire campagne et quand même aller dans l'arène. Et c'est parce que son entourage lui-même se divise sur ce sujet. Jusqu'au bout. Voilà, exactement, y compris sur la stratégie. Et aujourd'hui, c'est un peu la même chose. On va voir ce qu'il fait dans cette dernière semaine. Il va continuer. Normalement, il va faire quelques déplacements. Là, il y a eu l'interview déjà. Ça pose quand même plusieurs choses. Enfin bon, il a fait aucun meeting pour s'investir dans la campagne législative. Aucun. Alors, c'est un choix, mais il ne donne pas de répondant sur le terrain. Et la deuxième chose qui m'étonne... Vous serez surpris parce que vous savez très bien que l'Élysée décide au dernier moment que le président se déplace. Vous allez voir dans la semaine, je pense qu'on va avoir des tirs de rafale. Et il faudra très vite suivre les rédactions. Dans la semaine, vous voyez qu'il réagit au jour le jour. Oui. Quant à Marine Le Pen, qui a pris un long repos après sa défaite au second tour, alors qu'elle était finaliste, elle n'a pas réussi à politiser ce scrutin dans la faveur, alors qu'il y a des événements qui étaient un boulevard commun. Pardon, mais le Stade de France, pour Marine Le Pen, c'est une aubaine sur laquelle elle ne s'est pas jetée. Et il n'y a pas eu beaucoup de choses là-dessus. Marine Le Pen, elle a gâché son score de la présidentielle. Elle a quand même fait 42%. Et elle aurait pu être la seule opposition. C'est d'ailleurs le slogan qu'elle a utilisé hier à Hénin-Beaumont, parce qu'elle a fait un soutien, un meeting de soutien. C'est même écrit sur le pupitre qu'elle utilise. C'est le slogan. Et on a envie de dire, mais pourquoi est-ce que vous avez pas fait ça avant ? C'est le slogan qu'ils ont utilisé à Hénin-Beaumont pour soutenir le candidat, Steve Briouat notamment et Bruno Bilde, qui sont les deux ténors locaux. Et en fait, on regarde on voit que ce n'est pas le cas. On voit que c'est bien Jean-Luc Mélenchon, contrairement à tout ce que tout le monde pourrait penser, qui est la première opposition. Marine Le Pen, elle a quand même passé 2-3 semaines de vacances dans sa maison de la Selle-Saint-Cloud, pendant que Jean-Luc Mélenchon était en train de dire moi je vais être Premier ministre. Et quand elle est revenue, en plus, elle a dit non, Emmanuel Macron, il aura sa majorité.
majorité. Donc en fait, elle est inaudible et on n'entend plus que Jean-Luc Mélenchon. Mais il y a clairement une lassitude en fait chez Marine Le Pen que aucun ténor il y a tous les ténors du parti au contraire du RN qui viennent vous dire que pas du tout, qu'elle a dû se reposer, que ceci. Mais on sent quand même que, enfin, je veux dire, c'est sa 3e présidentielle. Elle y va. Il y a eu les présidentielles de son père avant. Enfin. C'est Marine Le Pen, en fait, elle va se contenter d'avoir entre 15 et 30 députés, c'est ce qu'elle voulait, et elle n'a pas besoin de faire une campagne extraordinaire avec 40 meetings dans tous les départements de la France. En fait, elle va se contenter de ça, voilà, d'une quinzaine de députés d'un groupe. Elle se contente de ça, vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que c'est une façon, c'est une forme de combat politique de se contenter de plusieurs sièges à l'Assemblée? Non, mais elle sait que le scrutin n'est pas vraiment fait pour ce type de parti, même si c'était pas fait non plus pour un parti comme celui de Jean-Luc Mélenchon, et pourtant il fait le pari de mettre un maximum de députés. Mais c'est vrai que du coup Marine Le Pen s'est pas beaucoup investie et elle sait que elle a aucune chance d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. C'est toujours l'effet déceptif pour le Rassemblement national qui, lors des scrutins présidentielles ou aux européennes, souvent font des très bons résultats. Et puis, au moment des élections législatives, ça a toujours été très compliqué. Ça a toujours été une élection pour laquelle le Rassemblement national a eu des scores assez faibles. Donc, effectivement, elle sait aussi au fond d'elle-même que son parti a peu de chance. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'était d'avoir de 70. Vous avez peut-être une fourchette un peu basse, je me rends pas compte, mais non, mais elle n'aura pas plus de 100 députés, plus de 80 ou 100 députés, ça c'est quasiment évident. Mais je trouve que là, ce qui se passe avec la NUPS à gauche contredit toute la la stratégie de Marine Le Pen sur les législatives. Donc elle dit elle prône la proportionnelle et elle dit que le scrutin uninominal à 2 tours n'est pas fait pour son parti, pour les partis notamment dits extrêmes. Mais là en fait on voit qu'avec Jean-Luc Mélenchon qui a réussi à allier toute la gauche derrière lui, c'est possible. Là on le voit avec les législatives partielles des Français de l'étranger. Il arrive au second tour dans 10 circonscriptions sur 11. En 2017 ce n'était que 5. Donc ça prouve qu'en fait, c'est pas tant le sujet du scrutin qui compte, c'est le sujet des alliances. Quand on regarde les blocs, faut arrêter de dire que c'est pas ma faute, c'est ça? Exactement. Et en fait, il faut arrêter surtout de pointer du doigt le scrutin. C'est-à-dire que la gauche fait 30% au total, la droite fait 30% et le centre fait 30%. Sauf qu'en fait, la gauche est alliée derrière Jean-Luc Mélenchon, le centre est derrière Emmanuel Macron, et en fait, la droite est divisée entre LR, Zemmour et les candidats du RN. Donc évidemment, ils feront jamais 30%. Et ils auront jamais 150 députés comme sûrement Mélenchon va l'avoir après les élections législatives. Bon, alors le président pour l'instant n'est pas sur le terrain, mais il y a eu quand même cette grande interview à la presse régionale ce samedi matin, interview balai, c'est-à-dire que là pour le coup on a fleuve non parce que elle fait pas 4 pages, mais ouais. Peut-être qu'il y a eu des coupures, je ne sais pas. Mais tous les sujets sont abordés, y compris Mbappé. C'est-à-dire qu'on va quand même jusqu'au foot. Voilà. Et qu'est-ce que vous en avez pensé, notamment de ce grand conseil de la refondation qui fait évidemment criser non seulement les candidats à la députation, mais aussi les députés actuels qui disent attendez, il y a quand même accessoirement un Parlement. Qu'est-ce qu'on devient, nous, dans tout ça? Et puis surtout, donc Emmanuel Macron assume, et l'entourage d'Emmanuel Macron assume parfaitement l'analogie entre le CNR, le Conseil national de la refondation, et évidemment, vous le savez bien, cher Pierre, le Conseil national de la résistance. Sauf qu'en fait, les racines du Conseil national de la résistance n'ont absolument rien à voir avec la situation d'aujourd'hui. On peut dresser peut-être quelques parallèles sur la situation économique, peut-être sociale du pays. Il faut quand même rappeler que le vrai CNR est né dans la clandestinité. Le Parlement pouvait pas se réunir, les libertés étaient assez brimées. Et puis il y avait des membres du CNR qui étaient interpellés, certains torturés. On pense à Jean Moulin même qui a été tué. Et donc ce qu'il souhaite faire Emmanuel Macron, c'est créer une identification des Français justement à ce parallèle historique. Mais donc il essaye de s'accrocher en fait à l'esprit du Conseil national de la résistance, la liberté retrouvée, la réconciliation, et donc avec cette proposition de faire participer toutes les forces vives de la nation, économique, sociale, à la vie politique du pays. Mais je pense que le vrai problème, en fait, c'est la disparition du politique. C'est pas tant le fait de proposer ou pas des idées nouvelles, c'est le fait que les politiques aujourd'hui n'ont, je pense, pas assez de pouvoir. L'Assemblée nationale n'a pas de pouvoir. Aujourd'hui, vous êtes député, ça sert pas objectivement à grand chose. Vous êtes dans la majorité, tout se passe bien. Vous êtes dans l'opposition, globalement, vous servez à
peu de choses. Le pouvoir de contrôle du Parlement est assez limité. Donc je pense que malheureusement, l'idée, pourquoi pas, mais de l'autre côté, si c'est pour revenir à des conventions citoyennes qui en fait court-circuitent le système démocratique tel qu'il est conçu, je pense qu'en fait c'est non seulement pas forcément très utile, on l'a vu donc pour le Conseil, souvenez-vous, la consultation citoyenne pour le climat, avec le CESE. Exactement, et en plus je pense que c'est assez néfaste pour la vie politique. Merci à vous trois, merci à Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1, merci au journaliste politique à Marianne Louis aux Alters et à son confrère de Valeurs Actuelles, Jules Torres.